L'heure du mystère. Une émission de Germaine Beaumont. Ce soir, Coup de rouge d'Henri Crespi. Avec Laurence Weber, Henri Poirier, Jean Péméja, Claude Brosset, Raymond Faure, Catherine Lequet, Maurice Bourbon, Madeleine Sylvain, Robert Daram. Chef opérateur du son, Jean Pantaloni. Collaboration technique, Gilbert Costa. Assistante, Catherine Bouvard. Réalisation, Jean-Pierre Collat. Tu n'es pas au stade? Je vais y retourner. Il n'y a plus de vin dans la maison. J'étais en train de t'écrire. Hein? Pourquoi faire? Lis. Non. Tu veux pas savoir ce que je t'écris? Pourquoi je t'écris? Non. Alors il va falloir que je le dise. Non. La vérité te fait peur, comme toujours? Ouais. Marcel, lis ce que je t'ai écrit. J'ai pas peur d'apprendre la vérité. La vérité me fait peur parce que je la connais. Qu'est-ce que tu connais? Il y a longtemps que tu m'écris plus, alors si tu le fais. Puis dès que je suis arrivé, je l'ai bien vu à ta valise. Tout à l'heure, quand je suis parti pour aller au stade, tu avais déjà un drôle d'air. Tu m'as dit, tu verras. Ah ben, je vois. Un peu plus tôt que prévu, voilà tout. Oui, c'est vrai. Tu vois? Pas besoin de lire, hein? Tu ne veux pas savoir pourquoi? Et comment? Pourquoi? Parce que je suis un pauvre type. Un vieux type. Un ivrogne. Un feignant. Parce que je sais pas quoi faire pour te retenir, quoi. Parce que tu m'aimes plus. T'as même pas pitié de moi. Enfin. Ah, pourquoi? J'aurais pu rester encore. Mais il n'y a pas que ça. Non. Il y a autre chose. Non, 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 ne le dis pas! T'as un amant, hein? Oh, mais je le sais. Je m'en fiche, moi. Les gamins, tu vois, je m'en balance, moi. Non, c'est pas vrai. Non, je dis rien, c'est tout. Je dis rien parce que j'ai rien à dire. C'est pas tout. Si c'était que ça. Oh non, ah, ne me dis pas que t'es amoureuse, hein. Ne me dis pas que tu l'aimes. Si, Marcel. Je l'aime. Les gamins de 20 ans. Joli garçon, bien sûr. Toute la vie devant lui. La sienne, Eliane. Et pas la tienne. T'es une femme qu'il faut beaucoup aimer, toi. Il faut le prouver. Oui, t'as raison. T'as raison, j'avais oublié. Je ne savais pas que tu étais jaloux. Je suis pas jaloux. Tu veux t'en aller parce que t'as cessé de m'aimer? À qui la faute? Ah, ça, hein? Tu vois cette bouteille de vin, là? Je suis revenu du stade parce que j'avais peur d'en manquer ce soir. Voilà la faute. Je sais pas lequel a commencé. Si c'est l'alcool qui a chassé ton amour ou si je bois parce que tu m'aimes plus. Oh, tu dis la vérité, je ne sais pas non plus. Ah, la faute, elle est dans cette bouteille, là. Salope. Si j'étais pas revenu maintenant, ce soir, je trouvais la maison vide et tes explications. Oh, j'en aurais pas eu besoin. La bouteille n'aurait pas suffi. Mais je suis là. Et toi aussi. Tu étais patiente. Eliane, trop patiente. Tu m'as pas empêché de boire. Ça te faisait du mal et puis je l'oubliais. Oh, comme c'était facile. Et voilà, je t'aimais, moi. Je t'aimais trop. Toi, ou elle, je sais plus. J'aurais pu être un autre homme et penser que t'aimais, c'était rester digne de toi. J'avais oublié de me faire aimer. Je pensais que tu resterais là toujours. Tout à coup, il faut faire quelque chose pour que tu partes plus. Je suis rentré trop tôt, tiens. Pourtant, j'étais pas ivre. Je le serai jamais plus, je te le jure. Il est trop tard. Tu l'aimes tant que ça? Il m'attend.
Oh, tu peux tout me dire maintenant. Il y a un avion pour Paris à 6 heures. J'ai retenu un taxi à 5 heures en bas du cours. Nous avons rendez-vous à l'aéroport. Voilà, je te demande pas. Non. Je t'ai laissé de l'argent dans une enveloppe. Et la mallette? C'est l'héritage? T'as tout retiré de la banque? Oui. Et lui, il le sait? Que veux-tu dire? Il le sait, n'est-ce pas? Il n'a rien et sa mère ne voulait pas qu'il parte. Oui, Eliane, écoute-moi bien. Est-ce que tu peux me laisser une chance? Je ne peux pas. Bon, alors donne-toi une dernière chance. À toi. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Puisqu'il te faut des preuves. Es-tu sûr que c'est avec toi qu'il veut partir et non avec cette mallette? Marcel, ce que tu viens de dire est ignoble. Non, ça, je suis ignoble. Ça n'a aucune importance. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette mallette? Nous pourrons aussi nous passer d'argent. Et alors tu peux te passer de tout, hein. De moi, d'argent. Et moi je pouvais me passer de rien. Tiens, cette bouteille, la salope, là. Tu l'as supportée, mais maintenant c'est fini. Je vais te venger. Et moi avec. Mais non, c'est Madame Weber. Oh, vous étiez là? Oh, il paraît que c'est affreux. Enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu? Et la police? Mais vous savez bien, c'est la femme du deuxième. Mais elle a mis dedans, mais elle a commis les deux à zéro. Ici à Aix, on devait supprimer les petites rues. C'est pittoresque, mais... D'un coup, comme ça. Demandez à l'agent. Tiens, voilà une voiture. C'est le commissaire. Mais ils ont vite fait quand même. Allons, laissez passer. Oh, c'est bien. Oui, alors demain j'achète le journal. On ne dirait jamais. Mais qu'est-ce que c'est? C'est à quel étage? Au second, monsieur le commissaire. L'officier de police vous attend. Qui habite au premier? À l'infirme, monsieur Masson et sa fille. C'est elle qui a appelé police secours. Bougeons. Allez donc vous mêler aux gens qui sont sur le pas de la porte. Observez-les discrètement et écoutez ce qu'ils disent. Ah oui, l'assassin revient à voir ce qui se passe, vous pensez? Ne commencez pas à chercher des conclusions dans votre tête avant même de savoir de quoi il s'agit. Bien, patron, je descends. Sous prétexte que l'assassin revient sur les lieux de son crime, Bougeons serait capable d'arrêter tous les gens qui traînent par là. C'est ici, monsieur le commissaire. Bonjour, commissaire. Vous êtes venu vite, c'est de la chance pour un dimanche. Oui, on m'a appelé chez moi et j'ai pu... Voyons. C'est dans la pièce à côté. Venez. On n'a touché à rien. C'est pas beau. Non, c'est pas du beau travail. Et ça sent la vinasse. Oh, il y en a partout. C'est fou ce que ça peut faire. 1 litre répandu. Ah, c'est sordide. On pourrait ouvrir la fenêtre? Pas encore. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne pense pas. Je regarde. Elle n'était pas vieille. 32 ans. À coups de bouteilles de vin rouge. Relevez toutes les empreintes et en particulier sur le goulot de la bouteille. Vous pouvez faire enlever le corps. Et puis, sur la table, il y avait cette lettre. Une lettre inachevée. Qu'est-ce que ça dit? Marcel, quand tu rentreras, je serai loin. Ma patience est à bout. Je ne veux plus vivre avec un homme chez qui le vin rouge a remplacé la raison. Autant te le dire aussi, j'ai rencontré un garçon avec lequel je compte refaire ma vie. Nous nous aimons. Ne cherche pas à... Et ça s'arrête là. Mais c'est déjà assez clair. Oui, pièce à conviction. Vous avez vu, il y a même une serpillière. Oui, j'ai vu. Oui, comme si l'assassin avait voulu éponger le plancher. Il n'a pas eu le temps. Pourquoi l'assassin? C'est toujours pas cette malheureuse qui a été chercher une serpillière après. Pourquoi après? Et pourquoi elle? Il y a une serpillière par terre, c'est tout. Ah, ben bon. Nous pourrions passer dans la pièce à côté. J'en ai assez vu pour mon goût. Alors? À 5 heures, la voisine du dessous téléphone au poste. 1/4 d'heure après, nous étions là. Bien. La voisine avait entendu une dispute violente entre la victime et son mari.
Elle a vu partir le mari, elle est montée voir si on avait besoin d'elle, et ça ne répondait pas. Alors, elle a été téléphonée. J'ai fait ouvrir la porte par le serrurier, et voilà le tableau. Le type avait tué sa femme en lui cassant une bouteille de vin sur la tête. Bon, alors maintenant, procédons par ordre. La victime? Weber, Eliane. Son adresse? Ici. C'est-à-dire? 5 rue Alençon, à Aix. Mariée? Oui, à Weber, Marcel, sans enfant. Son âge? Son âge 32 ans. Commerçante. Elle a une boutique de disques en ville. Le mari? Il tient la boutique avec elle et puis il est correspondant de presse pour le sport. Il fait des comptes rendus par-ci, par-là. Pas grand-chose. On le connaît. Il a déjà été condamné. Ah. Oui, c'est un ivrogne. Scandale sur la voie publique, injures, coups et blessures, une brute, quoi. Un type dangereux. La preuve. Oui, nous n'en sommes pas là. La victime a été tuée à quelle heure? Vers 4 heures. Je voudrais voir la voisine. Elle est avec son père, un vieil infirme. Je la fais monter? Non, inutile, je préfère la voir chez elle. Mademoiselle, je voudrais vous parler un instant, mais sans vous déranger. Entrez. Mon père est dans la pièce à côté, il est couché. Vous connaissiez bien les Weber? Oui, ils habitent là depuis longtemps. Longtemps? 10 ans. Et vous? Nous sommes arrivés 2 ans avant à la mort de ma mère. Mademoiselle Masson, est-ce que les Weber s'entendaient bien? Oh, vous savez... Non, je ne sais pas. Passons. Comment est-il, ce Weber? Je ne sais pas quoi vous dire. Marcel Weber est un homme généralement aimable, assez calme, peut-être taciturne, triste. Intelligent, oui, intelligent. Il est intelligent, mais... Mais il boit. C'est ça, oui. Il boit beaucoup. Et dans ces moments-là, il se met quelquefois en colère. Mais le plus souvent, il est abattu. Il se disputait souvent avec sa femme? Oh, en fait, pas tellement. Et c'est précisément ce qui m'a surprise aujourd'hui. J'entendais une discussion très violente, et puis il y a eu ce grand bruit, ce choc. Alors, vous vous êtes inquiété et vous avez appelé la police? Oui, mais pas dans l'instant même. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais avec mon père. Il lisait un journal et j'entendais des éclats de voix. Mais je ne comprenais pas ce qui se disait. Ah oui, un peu avant, je regardais par la fenêtre et j'ai vu Marcel Weber rentrer dans la maison avec une bouteille de vin sous le bras. Je suis venue m'asseoir et c'est un beau moment après que j'ai entendu la dispute. Qu'avez-vous fait alors? Mais rien, je ne pouvais rien faire. J'avais été étonnée de le voir revenir. Habituellement, il est au stade le dimanche après-midi pour assister au match de football. Ah oui, c'est vrai, il tient une rubrique sportive. Hein. Oui. Enfin, j'ai entendu ce bruit. Mon père est un peu dur d'oreille. Mais il l'a entendu aussi. Puis, ça s'est calmé brusquement. Je me suis apprêtée pour partir. Je devais aller faire une piqûre chez une voisine. J'allais partir lorsque j'ai entendu Marcel Weber descendre l'escalier. J'ai regardé par la fenêtre et je l'ai vu s'en aller. Est-ce qu'à ce moment, vous avez remarqué quelque chose de particulier? Il avait l'air pressé, agité. Et il portait une petite mallette. Il n'est pas revenu? Non. Alors, vous êtes monté chez Madame Weber? Non, pas tout de suite. Je suis allée faire cette piqûre dans la rue à côté et je suis revenue un quart d'heure plus tard. C'est à ce moment-là que mon père m'a conseillé d'aller voir là-haut ce qui se passait. Vous avez tapé à la porte? Oui. Et comme ça ne répondait pas, je suis redescendue. Mon père m'a conseillé d'appeler police secours et je l'ai fait. Je vous remercie. Un mot encore. Est-ce que, à votre connaissance, les Weber avaient une raison grave de ne pas s'entendre, à part le fait que Weber buvait? Oh. Eh bien, à vrai dire, c'est elle qui gagnait l'argent. Il en était sans doute humilié. Et, oh oui, tout le monde le sait, elle avait un ami. Peut-être que leur situation était arrivée à une espèce de crise. Oui, peut-être. Je vous remercie, mademoiselle.
Ah, patron, je vous attendais. Alors, qu'est-ce que vous avez appris en bas? Oh, le Weber est un feignant, un ivrogne, un violent. Sa femme le trompait. Il y a une vieille fille infirmière qui habite au premier avec son père infirme. Oui, tout ça, je le sais déjà. En tout cas, ça n'étonne personne que le type ait cassé un litron sur la tête de sa femme. Alors, d'après vous... Eh oui, il n'y a plus qu'à le chercher. Ce n'est pas votre avis, patron? Je n'ai pas d'opinion, mais de toute façon, il faudra bien le trouver. Bougeon. Patron? Vous avez lu les journaux ce matin? Le Provençal, la Marseillaise et le Méridional, ils disent la même chose. Ah oui? Vous ne les avez pas lus? Oh, j'ai jeté un coup d'œil. J'en prends un, au hasard. À Aix-en-Provence, un homme tue sa femme à coups de bouteille et s'enfuit. Sous-titre, le commissaire Briquet et son adjoint Bougeon sont à sa poursuite. Hier après-midi, vers 5 heures, au cours d'une discussion orageuse, un dangereux alcoolique, Marcel Weber, tue sa femme à coups de bouteille de vin rouge et s'enfuit. Vers 6 heures, le commissaire Briquet et son fidèle adjoint Bougeon, dont on connaît la rapidité de manœuvre, étaient déjà sur les lieux. Vous entendez, Bougeon? Qu'est-ce qu'il y a? Ne faites pas la sourde oreille. Oh, ils n'ont pas mis ça? Les journaux ont été vite et bien renseignés pour un dimanche. Vous n'auriez pas donné une conférence de presse par téléphone? Oh, écoutez, patron, l'affaire est tellement évidente. Plutôt que de laisser les journalistes dire des bêtises... Oui, vous préférez les dire vous-même. D'abord, le crime a eu lieu vers 4 heures et nous ne sommes arrivés qu'à 7 heures. Dire que nous étions là en 1 heure de temps... Je pensais... Et puis pour une fois, nous pouvons les aider. Comme ça, lorsqu'on a besoin d'eux, on peut leur demander... Bougeon, si vous voulez faire une carrière dans le journalisme, dites-le tout de suite. Mais tant que vous travaillerez avec moi, ne prenez pas trop d'initiative. Bien, patron. Monsieur le commissaire, il y a un chauffeur de taxi qui demande à vous parler au sujet de l'affaire Weber. Faites-le entrer. Entrez là. J'ai lu le journal ce matin, j'ai un taxi à la station en bas du cours Mirabeau. Et alors? Samedi soir, Madame Weber m'avait retenu pour dimanche 5 heures. Je devais soi-disant la conduire à l'aéroport de Marignane. Et elle n'est pas venue? Non, elle n'est pas venue. Mais voilà, hier à 5 heures, comme je l'attendais devant ma voiture, en causant avec des collègues... À la station? Oui, elle devait venir me prendre là. Alors est arrivé un type qui a demandé le taxi retenu pour Marignane. J'ai dit que c'était moi, je peux pas faire autrement. Alors il a dit que le taxi c'était pour lui et que je le conduise. Et vous l'avez conduit à l'aéroport de Marignane? Oui, je savais pas, moi. Comment était-il? C'est grand, des cheveux gris et la cinquantaine. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Dans quel état? Est-ce qu'il vous semblait agité, inquiet, ivre peut-être? Ça, il avait l'air assez énervé, assez pressé, peut-être qu'il avait bu, mais sur le moment, j'y ai pas pensé. Il ne parlait pas. Il ne vous a pas dit s'il prenait un avion? Non, tout ce que je sais, c'est qu'il y avait un départ à 6 heures pour Paris. Il faut combien de temps pour aller à Marignane? Une demi-heure. D'ailleurs, on est arrivé à 5h30. Et qu'est-ce que vous avez fait en arrivant? Rien, il est descendu, il m'a payé. Et puis j'ai eu un coup de chance, un voyageur qui descendait sur Aix. Je suis rentré aussitôt, voilà. Dites-moi, vous la connaissiez, Madame Weber? Un peu, comme cliente. Elle prenait souvent votre taxi? De temps en temps, ça dépend, c'était irrégulier. Pour aller où? Ça dépend aussi, dans les villages autour d'Aix, à Pertuis, Mérargues, à 20-30 km. Seule? C'est-à-dire que... Vous savez, elle est morte, vous ne risquez rien. Elle avait un amant, d'après ce qu'on dit. Oui, justement, je ne voudrais faire de tort à personne. De toute façon, il ne sera pas difficile à retrouver, alors... Eh bien, il y avait un jeune homme. On le prenait à la sortie de la ville, ou alors on le voyait à l'arrivée. Je me disais qu'un jour, ça ferait du grabuge. Je pensais bien qu'elle était mariée, mais je n'avais jamais vu le mari. Et l'amant, vous savez qui c'est? Un gamin, d'après ce que je sais. Il est encore à l'école. Enfin, ici, aux Beaux-Arts. Il doit avoir dans les 20 ans. Bon, je vous remercie. Laissez votre nom et votre adresse. Si on a besoin de précision, je vous ferai convoquer. À mon avis, patron, ça ne vous donnera rien de voir ce garçon. Dans le meurtre d'une femme, l'amant n'est jamais de trop, ne serait-ce que pour témoigner au procès. Oui, un vrai roman d'amour. Les romans, je les lis en entier. Madame Bellemin? C'est moi.
Commissaire Briquet, je voudrais parler à votre fils. Entrez, monsieur le commissaire. Mon fils est dans sa chambre. Je peux aller vous le chercher, mais... Oui, je comprends. Non, je ne le retiendrai pas longtemps. Nous pourrions peut-être éclaircir 2 ou 3 questions avant de le déranger. Si vous voulez. Alors, vous vivez ici, tous les deux? Eh oui, je suis veuve. Ce n'est pas très grand, mais c'est confortable. Avec ma pension et un peu de couture, on se débrouille. Madame, votre fils est élève aux Beaux-Arts. C'est un artiste. Oh, vous savez, il travaille bien. Il voudrait devenir décorateur. Est-ce que votre fils vous dit tout de lui? À peu près seulement, monsieur le commissaire, comme tous les enfants. Mais je pense que si vous êtes là, c'est à cause de cette pauvre femme. Justement. Vous saviez que votre fils la connaissait? Oui, bien sûr. Ce sont des choses qui n'échappent pas à une mère. Que pensiez-vous d'Eliane Weber? Je ne voudrais pas parler d'elle. Elle est morte, Dieu ait son âme. Cette relation ne vous plaisait pas? Je n'ai que mon fils, monsieur. Mais je veux d'abord son bonheur. Et vous ne pensiez pas que son bonheur était avec Eliane Weber? En tout cas, je ne les ai pas empêchés. Comment avez-vous appris la mort d'Eliane Weber? Par le journal ce matin. Ah oui, bien sûr. Et votre fils? Mon fils en est très affecté. Vous n'êtes pas sorti dimanche? Non. Enfin, le matin pour des courses. Et votre fils? Il est allé se promener avec des amis, il est rentré le soir. Oh, pardon. Entre, Gabriel. C'est un monsieur de la police qui veut te parler. À moi? Commissaire Briquet de la brigade criminelle. Monsieur le commissaire vient juste pour quelques renseignements. Voyons-vous. Dites-moi seulement ce que vous avez fait hier dimanche. J'avais rendez-vous avec Eliane à l'aéroport. Oui, je sais. Et alors? J'y suis allé. Des amis m'ont accompagné et sont rentrés aussitôt. J'ai attendu. Nous devions prendre l'avion pour Paris. Elle n'est pas arrivée. J'étais inquiet, bien sûr. Je pensais qu'elle avait eu un empêchement. Un empêchement? L'avion est parti. J'ai attendu encore et à 7 heures, j'ai pris un car qui m'a ramené à Aix. Et vous n'avez pas cherché à savoir pourquoi elle n'était pas venue? Je n'osais pas aller chez elle. Et j'ai pensé qu'elle viendrait me prévenir à la maison, alors je n'ai pas bougé de peur de la manquer. Vous n'étiez pas inquiet? Si, bien sûr. Mais je vous dis, je ne pouvais rien faire. Votre mère était au courant de votre départ? Oui. Elle savait tout. Et elle n'a pas tenté de vous en empêcher? Je suis majeur. Ah oui, j'oubliais. Oui, mais elle pouvait quand même être contre ce projet. Ça ne lui plaisait pas tellement, mais elle m'a laissé. Et elle n'a pas été étonnée de vous voir revenir? Si, bien sûr. Je lui ai expliqué. Vous auriez pu l'envoyer aux nouvelles? Je n'ai pas osé parce qu'elle n'était quand même pas très d'accord avec cette histoire et puis elle ne connaissait pas Eliane. Et lundi? Lundi matin, il y avait les journaux. Alors vous n'avez pas bougé? Ça m'a fait un coup. À quelle heure êtes-vous parti de chez vous dimanche? À 5h moins 20. J'avais rendez-vous à moins le quart près de chez moi avec des amis. 4h40. Combien de temps faut-il de chez vous pour aller chez les Weber? 10 bonnes minutes. Mais je ne pouvais pas y aller puisque j'avais rendez-vous avec les personnes qui devaient m'accompagner. Oh, ils peuvent vous le dire. De plus, je n'avais aucune raison d'aller chez elles. Bon. Que pouvez-vous me dire de Marcel Weber? Rien. Je n'ai rien à en dire et je ne veux rien en dire. Je comprends. Et vous, madame? Oh, monsieur le commissaire, de toute manière, je ne le connaissais pas. Eh bien, je ne vais pas vous déranger davantage. Patron, ce coup-ci, vous ne direz pas que j'ai été trop vite ou que je tire des conclusions hâtives. C'est Marcel Weber qui a fait le coup. C'est possible. C'est pas possible, c'est évident. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Voilà, on a vérifié le témoignage de la voisine, l'infirmière du premier étage. Il n'y a d'ailleurs que dans la maison le dimanche. Au rez-de-chaussée, ce sont des bureaux. Weber est bien parti de chez lui à 2h pour aller au stade pour le match Aix-Monaco. On l'a vu arriver là-bas et on l'a vu repartir au début du match qui était à 3h. Bien. Ensuite? À 3h30, il rentre chez lui avec une bouteille de vin achetée au bistrot de la place à côté. C'est confirmé. Il trouve sa femme sur le point de partir et la lettre qu'elle est sans doute en train de lui écrire et qui dit bien ce qu'elle veut dire. Dispute,
il prend la bouteille, la lui casse sur la tête, prend la mallette et s'en va. À 4h20, après la dispute entendue par l'infirmière, il sort de chez lui et s'en va vers le cours Mirabeau. Il va à la brasserie du Mirabeau, il reste sans rien dire presque une demi-heure, l'air complètement abruti, se tape quelques cognacs, puis à 5h, il prend le taxi pour Marianne. Passons. L'infirmière est bien sortie juste derrière lui pour aller faire une piqûre dans la rue de Saint-Porta. Et elle est revenue moins d'un quart d'heure après. Ça va, ça va. On n'a pas pu tuer la femme plus tôt, puisqu'à 3h moins 10, elle est allée voir au bistrot si son mari n'était pas là par hasard. Et puis, elle avait un amant. Elle venait de faire un héritage. Elle allait s'enfuir avec l'amant. Pour le mari, tout fout le camp. La femme, l'argent, qui était sans doute dans la mallette qu'il a emporté puisqu'on ne la retrouve pas. Il reste encore de la place pour des doutes. Le médecin légiste formel. Eliane Weber a été tuée par le coup de bouteille qui s'est cassé sur sa tête et les empreintes digitales relevées sur le goulot sont bien celles de Marcel Weber. Bon, alors maintenant, il ne reste plus qu'à le retrouver. Point final, patron. Marcel Weber est à côté, menotte au poignet. Il a tout avoué, j'avais raison. Vous ne pouviez pas le dire plus tôt? C'est vous qui l'avez arrêté? Bah, à vrai dire, il s'est constitué prisonnier. Mais ça ne fait rien. Je ne regrette pas les articles des journaux. Crime le dimanche, aujourd'hui c'est mercredi, arrestation. C'est quand même pas si mal. Bon, alors faites votre rapport. Pour nous, l'affaire est réglée. Ah, encore une chose. Le prisonnier demande à vous parler. À moi? Oui, mais il ne veut pas dire de quoi il s'agit. J'ai dit que j'allais vous le demander, mais qu'il n'avait aucune chance. Faites-le venir. Enlevez-lui ses menottes et laissez-nous. Bien, monsieur le commissaire. Bougeons. Vous pouvez rester là. C'est-à-dire que je... Vous voulez me parler seul? Ce que j'ai à vous dire n'est pas officiel. Ça ne fait rien, monsieur est mon adjoint. Je suis constitué prisonnier pour plusieurs raisons. Je vous écoute. D'abord, je ne pourrais pas échapper longtemps aux recherches. Je suis pas adroit et j'ai pas le goût de la vie clandestine. Puis je suis fatigué. J'ai lu les journaux, tout est contre moi. Tellement évident que je suis coupable qu'il est parfaitement inutile de nier quoi que ce soit. Mais, car je suppose que si vous avez demandé à me parler, c'est qu'il y a un mais, ou quelque autre révélation. En effet, il y a un mais. Un mais sans grande importance, probablement. Enfin, je veux bien avouer tout ce dont on va m'accuser, mais je voulais simplement vous dire que j'ai pas tué ma femme. Où voulez-vous en arriver? Nulle part. Je me demandais si vous étiez capable de me croire, même si ça ne vous engageait en rien. Croire, toujours croire. Je ne crois jamais rien. Pour moi, il n'y a que les preuves et ce qu'on peut savoir. Je vous écoute et c'est déjà pas si mal. Si je devais croire tout ce qu'on me dit, il n'y aurait que des innocents. Bon, bah, n'en parlons plus. Mais, il nous reste une chance. Je n'aime pas les solutions trop rapides et les affaires toutes cuites. Alors, je vous écoute. Vous dites que vous n'avez pas tué votre femme. Toutes les preuves sont contre moi. Oui, il y en a beaucoup. Les charges contre vous sont accablantes. Les choses se présentent rarement avec autant de clarté. Il s'agit presque d'un flagrant délit. Je peux vous mettre entre les mains des juges sans rien avoir à me reprocher. Je suis disposé à reconsidérer cette affaire et ne pas signer mon rapport avant quelque temps. Pour cela, vous devez retirer vos aveux. Le juge d'instruction ne sera pas content. D'une part, je crains que vous n'ayez rien à y gagner, même pas du temps, puisque je suis obligé de vous garder comme présumé coupable. Ça ne fait donc que retarder la séance aux assises. Si vous avouez devant le juge d'instruction, l'affaire est close. Choisissez. J'ai pas tué ma femme. Alors, je reprends l'enquête. Mais patron, c'est absurde. Vous, foutez-moi la paix, hein, et allez me chercher l'amant, l'infirmière, le patron du bistrot, le chauffeur de taxi, les voisins, les amis, la famille, les passants, les spectateurs du stade. Mais patron... Tout ce qui peut servir de témoin, de complice ou d'assassin. Les joueurs de l'équipe de Monaco, s'il le faut. Et que ça saute. Je veux tout ce monde là, ici, cet après-midi. Bien, patron. Bon. Et maintenant, vous allez me raconter votre histoire et puis me dire exactement ce qui s'est passé dimanche. Mais par quelle bouche commence? Nom, prénom, âge, profession. Weber, Marcel, Henri, René. 48 ans, chroniqueur sportif. Enfin, si on veut. C'est-à-dire? J'étais footballeur professionnel jusqu'à 34 ans, puis entraîneur pendant 4 ans. J'envoyais aussi des comptes rendus de matchs aux journaux locaux et pour quelques journaux de sport à Paris. C'est à ce moment-là que je me suis marié. Que faisait votre femme? Elle avait 22 ans et vivait chez ses parents, des commerçants. Ils avaient de l'argent, puis ils lui ont offert une boutique de disques rue du 4 septembre.
et de la rue Alençon où nous habitons. Vos rapports avec les parents? Nous sommes fâchés. Ils m'ont reproché de vivre au crochet de leur fille. Ils avaient raison, d'ailleurs. Il y a 6 mois, ils sont morts dans un accident de voiture. Vous avez hérité? Ma femme. Oui. Nous étions mariés sous le régime de la séparation de biens. Vous ne vous entendiez pas avec votre femme? Au début, je crois qu'elle m'a aimé. Pourquoi m'aurait-elle épousé? Mais elle était beaucoup plus jeune que moi. Oh, je n'arrivais pas à m'en sortir. À la boutique, j'étais son employé, en quelque sorte. Je restais là à m'ennuyer, je venais le moins possible. Je me suis mis à aller au café, à traîner. Les disputes ont commencé avec ses parents. Mais Eliane voulait prouver qu'elle avait eu raison de m'épouser. Alors elle s'est entêtée à m'aimer, puis je crois qu'elle a fait semblant. Plus tard, je pense qu'elle a eu pitié de moi. Je continuais à l'aimer, sans m'en sentir le droit. Elle vous a trompé? Bon, sans doute par-ci par-là. Discrètement. De toute façon, je voulais pas le savoir. Mais depuis 1 an ou 2, je sais pas moi, elle s'était entichée d'un garçon très jeune. Peut-être s'aimait-il. Nous nous sommes bien aimés, nous. J'avais rien à dire avec ce que j'étais devenu. Dans la rue ou au bistrot, quand j'étais sous, je me battais avec des inconnus, comme ça, pour me venger de la vie. Oui, et vous avez été condamné plusieurs fois à 8 ou 15 jours de prison. Vous n'avez jamais trompé votre femme? Non. Bon, enfin, presque pas. Mais encore? À l'occasion, mais c'est sans importance. Enfin bon, autant que je vous le dise, quoi. J'ai couché 1 fois ou 2 il y a longtemps avec Jacqueline Masson, l'infirmière qui habitait à Joux-dessous. Tiens. Moi, je la regrettais parce qu'elle semblait s'être accrochée à moi. Je lui avais dit que j'aimais ma femme. Elle vous en a voulu? Non, je crois pas. Ah oui, je vois où vous voulez en venir, oui. Elle aurait pu en vouloir à ma femme, non. Jacqueline Masson n'était pas une fille à tuer quelqu'un. Maintenant, racontez-moi ce qui s'est passé dimanche. Je suis levé vers 11h. Eliane m'a donné une tasse de café, j'ai fait ma toilette, puis je suis descendu faire un tour. Vous ne vous êtes pas parlé? Non. Non, elle faisait le ménage, rangeait les affaires. Alors je suis passé au café, j'ai lu les journaux, je suis remonté vers 1h. Nous avons déjeuné, je devais aller au stade pour le match qui avait lieu à 3h. Eliane ne disait rien, mais ça arrivait quelquefois, et sur le moment, j'y ai pas pris garde. Vous aviez beaucoup bu? Non, un apéritif seulement, un peu de vin à table. Combien de vin? Au même pas 1/2 litre. Moi, je m'en souviens très bien parce que, en regardant la bouteille, je me suis dit qu'il n'y en aurait pas assez pour le soir. Et moi, je commence à boire que dans l'après-midi. Continuez. Alors, tout de suite après manger, je suis descendu pour boire un café au bar. Eliane m'a demandé à quelle heure je revenais. J'ai dit pour dîner. Je pensais qu'après le match, j'irais écrire mon compte-rendu dans un café. Et puis, je pensais rentrer pour dîner, quoi. Elle a eu un drôle d'air. Et m'a dit, en rentrant... Et puis elle s'est reprise en disant, non, tu verras. Puis j'ai pas fait attention sur l'instant. Je suis allé au stade à pied. Ça prend combien de temps? Un petit quart d'heure. Vous n'avez pas pensé qu'elle allait profiter de votre absence pour rejoindre son amant? Je pensais pas à ça. Jamais. Je voulais plus y penser. Continuez. Alors, je me suis installé à ma place au stade. Et... je pourrais vous dire que j'étais gagné par un doute, un pressentiment concernant les intentions d'Eliane, mais c'est pas ça. Non, j'avais plus un sou sur moi. Eliane ne me donnait pas d'argent. De temps en temps, j'en prenais dans la caisse de la boutique et je gagnais mon argent de poche avec les articles. Mais au café, vous savez, le café de la petite place, à côté de la maison, on me faisait crédit. Vous n'aviez pas un sou sur vous Et je ne pensais qu'à une chose. Le bar de la place ferme le dimanche à 4h jusqu'au lendemain. Je n'avais rien à boire pour le soir, à part ce litre largement entamé qui restait à la maison et qui ne suffirait pas. Pour rien au monde, je lui aurais demandé de l'argent pour l'alcool. À quelqu'un d'autre, oui, mais... malgré l'humiliation, mais il fallait le trouver. Le match commençait. Bref, je suis reparti. En me dépêchant, je serai de retour pour la deuxième mi-temps. Je suis passé au bar et j'ai pris 1 litre de vin rouge pour leur monter à la maison. Quelle heure était-il? Peut-être 3h30. Et vous n'étiez donc pas ivre? Ah non, pas du tout. Jusqu'à maintenant, ça peut aller, vous le savez. Et la suite?
Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. J'avais ma clé, et j'entre tranquillement. Ma femme était à table en train d'écrire. Près d'elle, une valise et une mallette. J'ai compris ce qu'elle allait faire. Ça m'a donné un coup terrible. Tout ce qui arrivait, c'était à cause de mon ivrognerie. Alors j'ai eu honte. J'ai cassé la bouteille par terre. Après, voilà ce que je voulais faire. Aller à Marignane, à sa place, retrouver ce garçon et lui donner à choisir entre ma femme et la mallette. 20 millions. S'il choisissait Eliane, je lui laissais la mallette. Si j'étais sûr qu'il l'aimait, je ne dirais plus rien. Il irait la chercher. Moi, je ne rentrerai que le lendemain. Ou jamais. S'il prenait l'argent, je reviendrai. Je travaillerai. J'ai expliqué ça à ma femme, et je lui dis, si tu veux pas tenter cette chance ou ce risque, tu as encore le temps d'aller prendre ton taxi. Je ne bougerai pas. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle pleurait. Alors je suis parti. Je me suis arrêté dans une brasserie en bas du cours Mirabeau pour surveiller la station de taxi. Je voulais faire ce que j'avais dit. Dans cette brasserie, vous avez consommé? Oui. 4 cognacs. Ensuite, vous avez pris le taxi. Oui. Je suis arrivé à Marignane. Devant l'aérogare, au moment de descendre de voiture, j'ai aperçu ce jeune homme. Il m'a vu aussi, et brusquement, il a disparu. J'ai cherché partout. J'ai pensé que ma femme avait pu partir avec un autre taxi, ou avec lui, je ne sais plus, moi. J'ai cherché, puis l'idée m'est venue qu'ils étaient dans l'avion. Il y avait encore de la place, j'ai pris un billet, je suis monté dans l'avion au dernier moment. On a décollé. Il n'y était pas. Qu'avez-vous fait? Arrivé à Paris, il n'y avait pas d'avion pour revenir. Alors j'ai pris un train de nuit, je suis arrivé lundi matin à Marseille, où j'ai trouvé les journaux. Voilà. Toutes les preuves s'accumulaient contre moi. J'ai erré jusqu'à maintenant pour échapper à la police. J'ai réfléchi à toutes les possibilités. Je comprends pas. J'avais plus aucun espoir, de toute façon. Je l'aimais. J'aurais jamais pu la tuer. Ouais, tout cela peut tenir debout. Mais les preuves, les empreintes. Je comprends pas. Voyons. Si j'oublie un instant cette affaire d'empreintes, si quelqu'un d'autre avait tué votre femme, à quel moment aurait-il pu le faire? Mais quand je suis parti, elle était vivante. Et vous êtes parti à 4h20. À 4h40, l'infirmière, mademoiselle Masson, revient. Un peu après, elle monte et on ne répond plus. Elle appelle la police. Il faudrait que cela se passe entre 4h20 et 4h40. Qui? Ce jeune garçon? Ils avaient rendez-vous à Marignane. Alors pourquoi? Le père de l'infirmière? Il ne peut pas bouger. Mais si quelqu'un d'autre était venu, il aurait dû l'entendre. Il est sourd comme un pot. Il a entendu un choc, mais pas deux. Mais j'ai cassé la bouteille par terre, directement sur le plancher. Ça a fait un bruit violent. Il a pu ne pas entendre ce qui s'est passé après. Admettons. Mais qui, une fois de plus? Un rôdeur? Oh, on oublie toujours les rôdeurs. Mais quelle idée d'aller au 2e étage d'une maison dans une petite rue un dimanche après-midi? Non, il faudrait qu'il soit au courant de cette mallette pleine d'argent. Quelqu'un était-il au courant dans votre entourage? Non, vraiment, ça je vois pas. Mais puis cette mallette, je l'avais emportée. Bon, voilà, c'est... Vous prétendez être innocent et je ne peux pas vérifier ce que vous m'avez raconté. Il ne sera pourtant pas dit que je n'aurais pas essayé une autre piste. Je vais faire tout ce qui est possible. Et si je ne trouve rien, tant pis pour vous. Patron, tout le monde est là. Ils attendent dans le couloir. Mais je comprends pas ce que vous espérez. Je n'espère rien. Je cherche. Je fais mon travail. Pour une fois qu'une affaire est vraiment claire... Allez me chercher le gamin. Bien, patron. Entrez. Gabriel Bellemain. Vous avez 20 ans. 21, monsieur le commissaire. Bon, 21. Vous étiez l'amant de la victime. Je l'aimais. Vous aussi. Et naturellement, ce n'est pas vous qui l'avez tué. Mais... Oh, mais non, ce n'est pas moi. Pourquoi est-ce que je l'aurais tué puisque je l'aimais? Et son mari, pourquoi l'aurait-il tué lui aussi puisqu'il l'aimait lui aussi? Bon.
ne nous énervons pas. Vous allez me dire de nouveau ce que vous avez fait dimanche. Je vous l'ai déjà dit. Oui, oui. Vous n'avez rien oublié? Quoi? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Bon, alors, récapitulons. Vous partez de chez vous à 4h40. Vous rejoignez vos amis qui vous amènent à Marignane et repartent. Vous attendez la victime. Elle n'arrive pas. Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Rien. J'attends. Où aviez-vous rendez-vous? Devant l'aérogare. Elle devait arriver en taxi. Ou au bar qui est dans le hall. À quel endroit attendiez-vous? Au bar. Alors vous n'auriez pas pu voir arriver le taxi. Vous ne dites rien? Puisque j'étais au bar. Et vous n'avez pas bougé? J'ai dû marcher un peu. Voyant qu'elle n'arrivait pas, vous n'avez pas eu l'idée de l'attendre à l'avion? Non. Puisqu'elle devait venir au bar. Et si vous l'aviez manqué? Je ne sais pas, j'étais inquiet, je n'en ai pas eu l'idée. Vous étiez inquiet, pourquoi? Parce que je ne la voyais pas arriver. Vous pensiez qu'elle pouvait ne pas arriver? Non. Enfin, je ne sais pas. Il y a quelque chose que vous ne dites pas. C'est que vous avez vu son mari descendre du taxi. C'est pour ça que j'étais inquiet. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit? J'étais troublé. J'ai oublié. Vous n'avez rien oublié du tout. Vous pensiez que je ne le savais pas. Non. Non, je vais vous expliquer. J'ai vu son mari descendre du taxi et j'ai eu comme un pressentiment. Vous avez eu peur? Oui, j'ai eu peur. Je me suis caché. Il avait l'air de me chercher. Je savais qu'il était violent. J'avais peur. Et puis je l'ai vu monter dans l'avion. Après. Je ne vous en ai pas parlé parce que je ne voulais pas porter de témoignage sur lui. Je ne voulais pas être mêlé à sa recherche. J'étais déjà la cause de... Enfin, je lui aurais pris sa femme. Très bien. Seulement, il y a une chose qui ne s'explique plus. Vous avez vu Marcel Weber prendre l'avion. Vous saviez qu'il était parti. Alors, pourquoi n'avez-vous pas été chez eux en rentrant à Aix? Vous ne risquiez pas de le rencontrer. Mais, puisque je l'attendais chez moi... Ça suffit maintenant. Allez m'attendre dehors. Je vous verrai tout à l'heure. Bougeons. Faites entrer Madame Bellemain. Entrez, Madame Bellemain. J'ai quelques questions à vous poser. Madame Bellemain, votre fils vous a-t-il parlé de sa rencontre à Marignane? Quelle rencontre? Passons. À quelle heure est-il parti de chez vous dimanche? À 5h moins 20. Exactement? Oui, exactement. Comment pouvez-vous vous souvenir avec tant de précision de l'heure à laquelle il est sorti? Je tiens beaucoup à mon fils. Comment voulez-vous que je ne sache pas l'heure à laquelle il me quitte pour je ne sais combien de temps? Vous-même, n'êtes pas sorti avant cette heure-là? Oh non. Nous sommes restés ensemble jusqu'à la dernière minute. Et puis il devait rejoindre ses amis. Et vous n'avez pas eu envie de l'accompagner jusqu'à la voiture? Oh oui, envie, mais c'était trop dur. Je préférais pleurer chez moi. Bien. C'est tout ce que je voulais savoir. Jacqueline Masson, nous venons de répéter 20 fois les mêmes choses. Je vais devoir être brutal. Je me doute de ce que vous allez me dire. Vous avez 38 ans et n'êtes pas mariée parce qu'à la mort de votre mère, il a fallu que vous vous occupiez de votre père infirme. Oui, et alors? Vous avez été la maîtresse de Marcel Weber. Vous l'aimiez? Vous le saviez? Oui. Vous êtes généreuse et sensible, mais tout de même, c'est dur de voir une autre femme ne pas savoir aimer cet homme et même d'être capable de refaire ailleurs sa vie. Vous êtes jalouse et en même temps, vous voulez défendre Marcel. Alors? Alors, tout simplement, je vais à l'étage au-dessus, je sonne, j'entre, et je tue Eliane Weber à coups de bouteille. Puis j'appelle police secours pour faire accuser Marcel Weber qui me repousse. Ça pourrait bien être ça. Ça pourrait... Eh bien, monsieur le commissaire, je suis tellement bête et folle sans doute que si cela pouvait sauver Marcel Weber, je serais prête à admettre cette version, à l'accepter et à la soutenir. Seulement, il y a autre chose. Et peut-être suis-je encore plus bête et plus folle que ça. Malgré toutes les preuves, je n'arrive pas à croire que Marcel Weber ait tué sa femme. Et je sais aussi que ce n'est pas moi. En y repensant beaucoup, le bruit que j'ai entendu dimanche pendant la dispute n'était peut-être pas celui de la chute d'un corps. De quoi alors? Je ne sais pas. Peut-être la bouteille de vin jetée par terre. Dimanche, la rue est déserte.
Quelqu'un a pu venir sans être vu pendant que j'allais faire ma piqûre. Mon père n'aurait rien entendu. Et ce quelqu'un aurait tué en frappant Eliane avec autre chose. Et on a cru que c'était la bouteille. Il y avait des morceaux de verre plantés dans sa tête. Alors avec une autre bouteille. Une autre bouteille? Weber. Rien, n'est-ce pas? Weber, vous m'avez bien dit que dimanche, vous aviez bu une demi-bouteille de vin. Oui, pas tout à fait. Mais je n'étais pas ivre. Cette bouteille, où la rangiez-vous après le repas? Ma femme l'avait sans doute mise à l'endroit habituel. Où? Dans la pièce où nous nous tenions, sur l'étagère du buffet. Est-ce que cette bouteille était en vue, à portée de la main? Oui. Oui, d'ailleurs, je la voyais quand j'ai cassé celle que j'ai ramenée. Alors, elle doit y être encore. Sans doute. Non, je comprends pas. Weber, il nous reste une chance, un début de chance. C'est que cette bouteille ne s'y trouve plus. Patron, j'ai vérifié ce que vous m'avez demandé. Premièrement, il n'y avait pas de bouteille à moitié pleine dans l'appartement. Deuxièmement, on a bien regardé les morceaux de verre amassés par terre. Il y en avait trop pour une bouteille, mais pas assez pour deux. Enfin, c'est-à-dire qu'il manquait un goulot et un fond. Eliane Weber aurait donc été tuée avec la deuxième bouteille et l'assassin aurait emporté le goulot sur lequel se trouvaient ses empreintes. Mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas Weber? Mais pourquoi aurait-il emporté ses empreintes sur un goulot en les laissant sur l'autre? Par distraction. S'il y a pensé, c'est qu'il n'était pas distrait. Non, il reste à savoir qui. Oui, entre 4h20 et 4h40. Qui et pourquoi? 4h40. 4h40, ça me dit quelque chose. Si Gabriel est sorti de chez lui à 4h40 pour rejoindre ses amis, les amis, eux, étaient déjà dehors. Les amis, mais nous les avons oubliés. Taisez-vous. Et maintenant, vous allez m'écouter attentivement. Eliane Weber est une femme lasse d'un mari qui se saoule et ne lui apporte plus rien dans la vie. Sa boutique de disques marche assez bien, sa clientèle, surtout des jeunes gens. Elle s'entend bien avec ses clients. Très bien même avec l'un d'eux, un garçon de 20 ans, Gabriel Bellemain, qui devient son amant, son confident, son espoir d'une nouvelle vie. Elle s'est mise à l'aimer. Elle va hériter d'une petite fortune et elle lui fait miroiter cet argent et la possibilité de s'installer à Paris. La mère de Gabriel est contre cette liaison, mais bientôt il sera majeur. Cette mère, Gabriel est quand même obligé de la prévenir. Samedi soir, après avoir pris rendez-vous avec Eliane, il lui parle. Elle tient à lui, elle le supplie de rester, puis elle menace de prévenir le mari, d'empêcher Eliane de partir, que sais-je. La nuit porte conseil. Gabriel finit par céder. Après tout, l'idée de vivre avec Eliane ne l'enchante pas tellement. Il ne l'aime pas vraiment. Il décide tout à coup de prévenir Eliane qu'ils ne partiront pas. Il sort de chez lui, non pas à 4h40, mais avant, à 4h15. Il ne rencontre personne. À 4h25, il arrive chez Eliane Weber et frappe à sa porte. Et voici ce qui s'est passé. Tu vois? Mon mari sort d'ici. Tu aurais pu le rencontrer. Il n'est pas au stade? Il est revenu. J'étais en train de lui écrire. Ça sent le vin ici. Tiens, regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Je lui ai dit que nous partions. Il a cassé une bouteille de vin. Tu es arrivé juste comme j'allais nettoyer par terre avec une serpillière. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Beaucoup de choses. Il a emporté la mallette qui contenait l'argent. Et il en reste assez pour partir. Écoute, Eliane, je venais te dire... Mais nous n'avons pas besoin d'argent tous les deux, puisque nous nous aimons.
À Paris, nous pourrons nous débrouiller. Je saurais t'aimer encore plus. Jamais je ne te laisserai. Ma mère. Mon mari... Je ne peux pas laisser ma mère. Je comprends. Je comprends très bien. Marcel avait raison. Il a emporté le magot. Et tout à coup, tu ne veux plus partir. Ce n'est pas ça. Je vois clair. Je ne suis pas femme à me résigner. Je ne te laisserai pas de répit. Tu seras à moi, comme nous l'avons décidé. Je te harcèlerai. Je me vengerai. J'irai voir ta mère. N'importe quoi. C'est alors que Gabriel voit l'autre bouteille sur l'étagère à portée de la main, et l'idée jaillit dans sa tête. Il peut se débarrasser de cette Éliane devenue encombrante en faisant croire que c'est le mari. Toutes les preuves sont là, contre Weber. Il frappe et emporte le goulot qu'il tient à la main, ainsi que le fond de la bouteille qu'il ramasse. Il les jettera dans un égout en sortant. Il a juste le temps d'aller retrouver ses amis et fera comme s'il allait rejoindre Éliane. Ils lui serviront de témoin. Il sait déjà qu'il reviendra. Sa mère fera tout pour lui. Elle n'aura qu'une chose à faire, dire qu'il est parti de chez lui à 4h40 au lieu de 4h15. C'est ce qu'elle fera. À l'aéroport, il a vu arriver Marcel Weber, s'est caché et l'a vu prendre l'avion. Parfait. Tout se passe comme prévu. Les amis insoupçonnables, ils étaient au café avec d'autres personnes entre 3h et 5h moins 20. Ils vont témoigner. Oui, Gabriel leur a dit qu'ils partaient avec Éliane. Ils l'ont accompagné. Ils étaient exacts au rendez-vous avec Gabriel. Mais ils se sont très bien souvenus que Gabriel est arrivé à 5h moins le quart et qu'il est arrivé de la direction opposée à l'endroit où il habitait. Gabriel Belmain, je vous arrête pour le meurtre d'Éliane Weber. C'est pas lui. Ce n'est pas mon fils. Laissez-le. C'est moi qui ai tué Éliane Weber. C'est moi. Je ne voulais pas qu'il parte. Mais non, maman, tu sais bien. Madame Belmain, vous dites que c'est vous qui avez tué? Oui, c'est moi. Mon fils se préparait à la maison. J'ai dit, je vais faire une course et j'ai fait tout ce que vous avez dit qu'aurait fait Gabriel. Très bien. Alors, où avez-vous jeté le goulot de la bouteille? Dans un égout, en sortant. Pouvez-vous nous le montrer? Oui. Oui, je peux vous le montrer. Le goulot de la bouteille qui a servi au meurtre a été retrouvé dans une vieille voiture en stationnement à 50 mètres de la maison. Il ne reste plus qu'à comparer les empreintes. Et cette fois-ci, ce sont les bonnes. Bonnes, c'est d'ailleurs une façon de parler. Madame Belmain, je ne retiendrai pas votre faux témoignage puisqu'il s'agit d'un membre de votre famille. Vous avez voulu le protéger. Il aurait mieux valu le laisser partir. Vous venez d'entendre L'heure du mystère, une émission de Germaine Beaumont. Ce soir, Coup de rouge d'Henri Crespi, avec Jean Péméja, le commissaire Briquet, Claude Brosset, l'inspecteur Boujon, Henri Poirier, Marcel Weber, Robert Daram, Gabriel Belmain, Raymond Faure, Duby, Maurice Bourbon, le chauffeur de taxi, Madeleine Sylvain, Madame Belmain, Catherine Lecouet, Jacqueline Masson, Laurence Weber, Éliane Weber, et les voix de Guy Bréjac, Jean Bollery, Georges Verler, Annick Corrigan, Liliane Carole. Bruiteur, Louis Matabon. Chef opérateur du son, Jean Pontaloni. Collaborateur technique, Gilbert Costa. Assistante de production, Catherine Bouvard. Réalisation, Jean